Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Honneur. Respect. Je dis honneur. Vous me répondez respect, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour à mes invités. Bonjour à l'auditoire. Mon nom est Maggie Metellus et c'est pour moi un grand bonheur et un honneur d'être l'animatrice de cette conversation que nous aurons aujourd'hui sur le sujet délicat du deuil. Pour nous accompagner dans cette conversation, 3 invités que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Alors, nous vous rappelons que nous sommes au Salon du Livre de Montréal, une édition extrêmement particulière en ces temps étranges de pandémie, qui se déroule donc de façon entièrement virtuelle et en direct du Palais des Congrès de Montréal. Nous avons donc le plaisir, je le disais, d'accueillir 3 auteurs que je salue tout de suite. Viviane Archambault, bonjour. Stéphanie Bérubé, bonjour. Bonjour Maggie. Nathalie Roy, bonjour. Bonjour. Cher auditoire, nous vous invitons d'ores et déjà à préparer vos questions via le clavardage parce qu'il y aura une période de questions à la fin de la conversation. Et avant de commencer cette conversation, nous tenons à prendre le temps de reconnaître que nous sommes sur territoire autochtone non cédé et à remercier nos sœurs et frères des Premières Nations de nous accueillir sur leur terre. Merci. Et bonne écoute. Alors, mesdames, est-ce que je vous présente tout de suite ou je vais d'abord vous demander comment allez-vous? Comment vivez-vous ces temps étranges? Viviane a envie peut-être de se lancer? Je vais très bien. Je vais très bien. Mais dans ces temps étranges, comme vous dites, je sais que c'est important aujourd'hui. Donc, je suis très honorée d'être ici pour pouvoir parler du deuil parce qu'en ce temps de pandémie-là, on ajoute aux difficultés inhérentes au deuil encore des émotions qui sont reliées au temps de la pandémie, c'est bien entendu. Ça fait que je pense que c'est super de pouvoir en parler. Vraiment. Oui, en effet. Merci beaucoup. Nathalie? Ça va mieux. La créativité est revenue. La créativité était partie au départ de la pandémie, ce qui est extrêmement difficile. Ça a été le cas de plusieurs artistes, de plusieurs écrivains. Alors, ça va mieux. On vit au jour le jour. Hein? C'est vraiment ça l'important. Et je suis très, très, très heureuse d'être ici. Privilégiée. Merci beaucoup, Stéphanie. Super contente d'être ici. Ça donne un merveilleux prétexte pour sortir de la maison. Ah oui, d'accord. Déjà. Se maquiller. Déjà. Oui. Oui, et être habillée autrement qu'en mou. Ben moi, je suis restée pas mal en mou. Un différent genre de mou. Alors, merci. Je vais donc vous présenter chacune à tour de rôle avant qu'on regarde et qu'on échange sur vos livres respectifs. D'abord, Viviane Archambault, pour le livre « Le deuil au fil des saisons ». Alors, les livres sont ici. Sur la table, ils seront toujours à l'écran, je crois bien, je n'ai pas besoin de montrer ma copie. Viviane Archambault, donc, Le deuil au fil des saisons, guide pour les personnes endeuillées et celles qui les accompagnent, paru chez Novalis en 2017, après une parution à titre d'auteur, à compte d'auteur en 2015. Guide pratique qui offre aux lectrices et lecteurs une compréhension éclairée du processus du deuil et ses étapes. Exercices, recommandations, modes d'intervention. Viviane Archambault est bachelière diplômée de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à la suite d'études en psychologie, gérontologie et animation de groupe. Elle se spécialise dans le domaine du deuil et suit les enseignements de Jean Montbourquette. Elle accompagne depuis plus de 20 ans les personnes endeuillées. Elle a présenté de nombreuses conférences et animé plusieurs ateliers sur le sujet. Bonjour encore, Viviane. Bonjour. Je vous présente maintenant Stéphanie. Stéphanie Bérubé, le livre
La vie sans Boris, essai sur le deuil animalier à l'intention de ceux qui aiment les animaux, paru aux éditions La Presse le 15 octobre 2020. Écrit en collaboration avec le médecin vétérinaire Joël Bergeron, avec des illustrations de Judith Lachapelle. Et je vous lis la 4e de couverture. La mort d'un animal de compagnie engendre un véritable deuil. Ce livre vise à accompagner ceux qui ont vécu ou auront à traverser ces moments difficiles. Stéphanie Bérubé explore ce sujet délicat à partir de son expérience personnelle et des témoignages de gens qui, comme elle, ont connu la perte de leur fidèle compagnon. Le vétérinaire Joël Bergeron vient enrichir cet essai du point de vue d'un professionnel d'expérience. Il répond aux questions que se posent tous les propriétaires d'animaux vieillissants. Quels sont les signes à surveiller quand la santé de notre chien ou de notre chat se détériore? À quel moment doit-on dire adieu à son ami? Ponctué des illustrations sensibles de Judith Lachapelle, ce livre a été écrit à la mémoire de nos bêtes, précise Stéphanie Bérubé, car elles ont toutes joué un rôle significatif dans nos vies. Stéphanie Bérubé travaille à la presse depuis près de 25 ans. En tant que journaliste, elle a traité de nombreux sujets, particulièrement l'agriculture et l'alimentation. Elle adore les bêtes, toutes les bêtes, depuis toujours. Rebonjour Stéphanie. Bonjour. Et Nathalie Roy. Pour le livre, j'ai choisi Janvier, roman paru chez Libre Expression en juillet 2020. J'ai choisi Janvier pour mourir. Cette phrase tourne en boucle dans la tête de Lily. Paul, son pilier, veut recevoir l'aide médicale à mourir. Elle espère qu'on lui refusera ce droit. Toutefois, si elle se fie à son père, il serait admissible et pourrait même partir d'ici quelques semaines. Mais il tient à célébrer un dernier Noël avec elle et sa mère Françoise. Pour l'instant, Lily est incapable de déterminer si c'est une bonne chose ou non. Autant elle est heureuse à l'idée de passer le plus de temps possible avec son complice de toujours, autant elle se demande si ce ne sera pas trop lourd. Comment fera-t-elle pour vivre avec le spectre de la mort pendant les 3 prochains mois? J'ai choisi Janvier est un roman empreint de tendresse et de sensibilité qui fait du bien à l'âme. Nathalie Roy est autrice, journaliste et réalisatrice. Une fan de Chick-lit, c'est comme ça qu'on la connaît beaucoup. Sa première série, La vie épuisée de Charlotte Lavigne, a connu énormément de succès et a été vendue en France, en Pologne et en République tchèque notamment. Ce nouveau livre, J'ai choisi Janvier, Nathalie le porte dans son cœur depuis plusieurs mois. Son père, le journaliste Guy Roy, est décédé en janvier 2019, après avoir demandé l'aide médicale à mourir. Elle s'est inspirée de sa relation avec lui pour en tirer cette touchante fiction. Rebonjour Nathalie Roy. Rebonjour, merci. Alors, le deuil animalier, deux guides et un roman, vous le voyez. Et c'est chacune à partir d'une expérience personnelle, on l'a dit, on l'a vu, et chacune de façon très différente. De guides, parce qu'effectivement, dans le cas de Stéphanie Bérubé aussi, il s'agit de guides, comme pour vous, Stéphanie Archambault. Mais on peut dire aussi que, même si c'est un roman et que ça ne se présente pas comme un guide, on peut y trouver des pistes sur la façon de vivre le deuil. J'aimerais, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est vivre le deuil en pandémie, j'aimerais tout de suite sauter à... Est-ce que vous avez imaginé, chacune de vous, comment vous auriez vécu vos deuils, la perte donc d'être cher pendant les temps que nous vivons, en temps de pandémie? Pardon. Alors, je vais commencer parce que, d'une part, j'ai été extrêmement privilégiée de pouvoir vivre le deuil de mon père avec lui pendant plusieurs mois, de voir venir ça et de l'accompagner, de le toucher. Et je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être difficile pour les gens qui vivent ça présentement, pour les proches qui restent, qui peuvent voir par FaceTime, qui ne peuvent pas tenir la main ou pas beaucoup. Alors... oui, je me suis imaginé à quel point ça aurait été difficile et ça aurait été brusque. C'est le mot qui me vient à l'esprit parce que le deuil de mon père a été doux, a été tendre, a été enveloppant. Mais là, on est dans quelque chose
brusque, c'est vraiment le mot. Alors, j'envoie vraiment toutes mes sympathies à ces personnes-là qui vivent présentement et je pense qu'on va vraiment devoir s'occuper de ces gens-là parce que juste d'être près de quelqu'un physiquement, c'est énorme. Oui, merci. Stéphanie? Dans mon cas, c'est tout à fait différent parce que une chose, je pense que ce qui est très... une des choses qui est très difficile en ce moment de vivre un deuil en pandémie, c'est les rituels. Dans le cas des animaux, ben les rituels sont toujours à inventer. Parce que, oui, il y a le décès, mais tout ce qui tourne autour, ben je pense que chaque personne l'adapte à lui, à la famille, aux proches. Alors que quand tu perds un proche, ben les rituels sont souvent déjà établis. Donc, on suit un chemin qui est déjà fait. Et c'est une des choses difficiles en ce moment pour les gens qui perdent des proches, de pas pouvoir le suivre, mais en même temps, puis là, je m'avance vraiment beaucoup, mais en même temps, il peut avoir du bon dans le fait de devoir réfléchir à des nouveaux rituels, puis aussi à ce que les rituels soient étalés dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup de cérémonies qui sont reportées, qui donc vont étirer le deuil, mais vont aussi étirer les rituels de mémoire, ce qui pourrait peut-être finalement être positif. Moi, je pense. Oui, merci. C'est une bonne piste de réflexion. Viviane, en fait, je vais vous laisser, mais je voulais vous dire, il y a un point en particulier sur lequel j'aimerais, parce que quand on parle de recommandations pour comment traverser le deuil, il y a un point très, très précis dans votre livre, la proximité physique, pour accompagner les personnes endeuillées. Alors, je cite David Servan-Schreiber nous rappelle qu'offrir la proximité d'un réconfort physique s'avère très utile et ne semble pas imprudent s'il est offert avec respect. Toucher les mains, entourer de ses bras, offrir des accolades, donner de petits massages au cou, aux épaules, aux pieds, bref. Ces gestes chaleureux diminueront le rythme cardiaque et le taux de cortisol, favoriseront l'apaisement. Et là, on sait bien qu'en dehors des gens qui sont dans notre bulle, il y a à peu près personne qui peut faire tout ça. Et pour les personnes qui sont seules, qui donc n'ont personne dans leur bulle, on fait comment? Mais moi, je dirais que c'est ça. Les deux plus grandes difficultés qu'on vit présentement dans le temps de pandémie par rapport à l'accomplissement d'un travail de deuil, c'est vraiment l'isolement, la solitude, parce que c'est pas humain de vivre un deuil seul. C'est pas humain. Et puis l'autre chose, c'est avec toutes les émotions normalement qu'on ressent quand on entreprend un processus de deuil, quand on est souffrant, bien, ça ajoute tout ce qui vient avec la pandémie. Puis en plus de ça, bien, il y a des émotions aussi qui sont inhérentes à ce qu'on vit. Là, il y a la peur, il y a la frustration, il y a la colère. Il y a tellement de colère, là. Je pouvais pas être là, je pouvais pas la prendre dans mes bras. Je peux pas... Il y a de la frustration puis de la colère, c'est incroyable. Alors, comment on fait? Je pense que, là, on pourrait peut-être en discuter, je ne prendrai pas trop de temps, mais je pense qu'il faut vraiment réorganiser un réseau de support efficace pour faire sentir à la personne endeuillée qui est souffrante, sentir une présence, autant virtuelle, téléphone, aller porter un petit plat, un petit doudou, un coussin chaud. Il faut s'impliquer. On a tellement à repenser le travail d'accompagnement du deuil et à reprendre en charge notre capacité à devenir des aidants naturels efficaces. Je suis allée, moi, à des... C'est difficile, tu peux pas tout dire. Non, c'est bon, merci Viviane Archambault. Oui, Nathalie Roy? Je suis allée à des funérailles pendant la pandémie, il y a quelques mois. On était 25 dans une salle et c'était très stressant parce qu'on se demandait justement comment je vais faire pour dire à la personne que j'aime que je suis là. Et on a trouvé des moyens. Premièrement, par les yeux.
Les yeux parlent beaucoup. Par faire des cœurs, ouvrir les bras, même si les gens ne peuvent pas s'y rendre. C'est sûr que c'est pas pareil, mais j'ai senti chez les personnes endeuillées que ça leur faisait du bien. Juste qu'on soit là et parler des gens. Il faut... on essayait aussi de faire un peu normal, si je peux m'exprimer ici, mais on parlait de la personne faisant fi de la pandémie. Cette personne-là a vécu 65 ans hors pandémie. Il s'est passé des choses. Elle existe toujours. Elle a eu cette vie-là et ça faisait vraiment du bien à tout le monde. Alors oui, il y a des moyens. On n'a pas le choix, hein? On n'a pas le choix. Oui, Stéphanie Bérubé. Merci, Nathalie Roy. Je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Nathalie parce qu'en fait, on n'a jamais parlé autant de santé mentale, ou en tout cas, on en parle beaucoup. Puis le fait qu'on soit en pandémie, le fait qu'on soit en télétravail, le fait qu'on soit isolé, ça amène aussi, je pense, le meilleur de nous. Donc, quand on a quelqu'un de proche qui vit un deuil, je pense qu'on a une sensibilité plus grande. Je pense qu'on va faire l'effort, justement, de se poser la question, bien, comment on peut accompagner quelqu'un qui vit un deuil, peut-être même plus qu'en temps régulier, parce qu'on est tous, oui, il y a beaucoup de colère, mais il y a aussi beaucoup de compassion en ce moment. Puis je pense que quelqu'un qui vit une épreuve dans cette épreuve-là risque de trouver des proches qui vont faire le bout de chemin supplémentaire. Tu parlais du contact des yeux. Puis c'est fou parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas fait en temps régulier parce que justement, tu rentres dans le moule, tu fais comme d'habitude. Or là, il n'y a rien qui se fait comme d'habitude. Puis ça peut amener des moments comme ceux-là qui peuvent finalement être plus précieux qu'un deuil vécu en temps normal, si je peux dire. Traditionnellement, oui. Oui, donc se réinventer. Hein, c'est ce qu'on est toutes et tous obligés de faire en ces temps étranges. On ne dira jamais assez. Est-ce que... Viviane, vous dites dans ce guide, dans ce livre, que le deuil, il faut au moins un cycle d'1 an. Au moins. Aller jusqu'au premier anniversaire. C'est ce que vous avez... c'est passé, donc ça a passé pour vous le premier anniversaire, et vous aussi. Alors, dans le cas de Stéphanie Bérubé, c'est vos 2 chiens, Boris et Muscade, qui sont décédés à quelques mois donc d'intervalle. Pour le cas de Nathalie, on le disait, c'est votre père, Guy Roy, décédé le 8 janvier spécifiquement 2019, date de son choix. D'ailleurs, votre livre nous amène d'octobre à janvier, à partir du moment où il vous annonce sa décision, et fait un saut 6 mois plus tard, au mois de juin. On y reviendra. Viviane Archambault, votre deuil personnel, enfin celui que vous évoquez, remonte à beaucoup plus longtemps. Le décès de votre mère en 95, si je ne m'abuse. Et c'est ensuite les témoignages, les nombreux témoignages que vous avez recueillis, qui sont à l'origine de ce livre. En exergue de chaque chapitre, à peu près, il y a une phrase d'un auteur ou autre. Et pour les choses non finies, vous citez Khalil Gibran, celui qui a écrit Le Prophète. Et la phrase, c'est « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ». Ça résume tout. Ça résume tout, n'est-ce pas? Oui, absolument. Puis j'aimerais ajouter, renchérir avec cette phrase-là que j'aime beaucoup. Mais on parle aussi d'un processus de transformation, de métamorphose, comme Elisabeth Kubler-Ross, la spécialiste du mourir aussi. Elle nous démontre clairement avec l'image de la chenille qui va passer un long moment dans son cocon pour devenir un papillon. Alors, le processus de deuil, à mon avis, c'est vraiment un processus de transformation, de reconstruction qui nécessite absolument une introspection, un moment d'hiver, un moment où j'ai mal, je vais apprivoiser ma douleur pour pouvoir m'entraîner encore dans une énergie de vie qui va se développer comme un printemps, comme un été. Mais c'est un passage obligé, puis le processus de deuil, c'est tellement grand parce que ça devient une philosophie de vie. J'apprends la vie en acceptant les douleurs aussi,
que les événements inattendus vont m'apporter. Mais je dois les transcender. Oui, c'est vraiment important, un processus de deuil. Vraiment, 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 vraiment. Et c'est long. Et comme vous le dites, c'est un processus collectif, en fait, hein, qu'on ne vit pas tout seul. Vous parlez d'acceptation. J'ai envie de vous demander, Nathalie Roy, votre père a fait choix à demander de l'aide médicale à mourir. Quelle a été, puis-je vous demander, votre première réaction? Et question double. L'aide médicale à mourir est un sujet qui fait encore débat énormément. Si je peux vous demander, après votre première réaction, quelle était votre position sur l'aide médicale à mourir au moment où votre père l'annonce? Et est-ce que ça a changé depuis? Qu'en est-il aujourd'hui? Première réaction, c'est un choc. Parce que quand quelqu'un nous dit le 8 janvier, je vais mourir à 14 heures, de façon très raisonnée, là, très raisonnée, c'est un choc. Est-ce que c'est vraiment réel, ce qu'il me dit là? Ensuite, c'est la tristesse, mais en même temps, c'est un énorme cadeau que nous a fait cette personne-là, mon père, parce qu'on ne l'a pas vu trop dépérir. Au final, il était avec nous, il avait toute sa tête jusqu'à la fin. Donc, c'est une acceptation, oui, de ma part. Je comprenais son choix. J'ai toujours compris son choix. J'ai toujours compris que si j'avais été à sa place, victime de fibrose, de problèmes pulmonaires, là, j'aurais fait ce choix-là parce que je veux pas mourir dans des souffrances atroces comme c'est le cas souvent des gens qui ont des maladies pulmonaires. Alors oui, d'accepter. Maintenant, comment on vit ces moments-là, c'est à fond la caisse, je pourrais dire, c'est une expression populaire, mais oui, on va se dire, bon, on va profiter de chaque moment. J'étais déjà à l'époque, quand il m'a annoncé ça en 2018, convaincue que l'aide médicale à mourir est un geste, comme il l'a dit, noble, est une mort douce, est une mort qu'on peut choisir, que tout le monde pourrait devoir choisir en toute conscience. Donc, ça n'a pas changé, même que ça a renforcé mon idée que c'est important que l'aide médicale à mourir devienne encore plus accessible, bien entendu avec des balises, mais qu'on puisse faire le choix de quitter au moment où on veut quitter. Alors, je suis tout à fait favorable à ça. Si vous permettez, je prendrai donc justement les mots de votre père. Au cours d'entrevues que vous citez dans ce roman, il a donc accordé, je soupçonne, plusieurs entrevues. Dans une d'entre elles, il dit, et je cite, « J'encourage les gens qui sont pris avec une maladie incurable et dégénérative comme moi à recourir à l'aide médicale à mourir. C'est une mort paisible, digne et noble. » Comme vous le disiez. Et plus loin, il dit, « Ça va être le 8 janvier, ici, avec mes proches. Ça va être très doux. Il y a 5 injections. Dès la première, je tombe dans le coma. Ensuite, le médecin continue les injections pour arrêter le cœur. En tout, ça prend 15 minutes. Et c'est fini. Et ça s'est déroulé exactement comme ça. Le 8 janvier, vous le racontez, donc vous êtes autour de lui. Et il part. On reviendra à vous. Stéphanie Bérubé, Boris et Muscade, vos 2 amours de chiens, hein, frères et sœurs, partis à 2 mois d'intervalle, à quelques mois d'intervalle, c'est pas 2 mois, quelques mois quand même. Tous les 2 étaient assez vieux, ils avaient quel âge encore? 13 et 14 ans. 13 et 14 ans. Boris part le premier. Alors votre livre, je le rappelle, La vie sans Boris, et c'est sur le deuil animalier, à l'intention de ceux qui aiment les animaux, que vous avez écrit en collaboration avec le médecin vétérinaire Joël Bergeron. Racontez-nous, Boris, il s'en va comment? Et cette relation avec votre Mumu, Muscade, jusqu'à son départ à elle? Bien, en fait, moi, je parle de mes chiens, mais je trouve ça intéressant de pouvoir dire que quand on sait qu'on va perdre
quelqu'un ou, dans mon cas, mes animaux, effectivement, c'est bien de pouvoir se préparer en célébrant la vie. Moi, ça me touche tellement ce que vous disiez. Évidemment, moi, je parle de mes chiens, mais c'est comme ça pour tous les deuils, en fait. Les deuils se vivent tellement mieux quand on peut préparer la mort, quand on peut célébrer la vie, finalement. Puis ça, bien évidemment, souvent, dans le cas des animaux, on peut le faire parce que, bien, quand on a la chance de pouvoir vivre toute la vie normale de sa bête, bien, on sait à peu près quand on va le perdre. Cela étant dit, bien, ça nous donne la lourde responsabilité de choisir le moment de la mort de nos bêtes. Mais ça nous donne en même temps, comme je vous disais, la chance de se dire, OK, bien, si c'est moi qui l'a toujours accompagné, puis qui a fait le serment d'être là jusqu'à la fin, ben je vais bien vivre jusqu'à la fin. Puis quand un animal ou même quelqu'un, quand quelqu'un, un proche, quelqu'un qui a été important, un animal ou un proche, quitte, puis on est en paix avec la vie, avec la relation qu'on avait, quand on a eu le temps de faire les adieux que cette personne-là méritait, mon Dieu, que c'est plus facile après. Oui, parce que le deuil demeure et il y a un cycle, bien sûr, à respecter. On parlait tout à l'heure de rituels qui sont à réinventer en ces temps de pandémie. Vous accordez une grande place aux rituels aussi dans votre guide. Et comme vous le disiez, il n'y a pas de rituel vraiment préétabli en ce qui concerne nos amis les animaux. Non, puis en quelque part, je me demande si c'est pas une chance parce que je lisais en préparation, en fait, à cette table ronde-là, la Maison Montbourquette a fait un guide pour les endeuillés en temps de pandémie qui est super bien fait, qui est extrêmement aidant. Puis il était question des rituels. Et on disait que les rituels étaient aidants seulement s'ils étaient significatifs. Puis ça m'a beaucoup marqué parce que, comme je vous le disais, en fait, je me répète, mais comme je vous le disais tantôt, pour les animaux, il n'y en a pas de rituel. Il y a l'euthanasie, il y a la mort, mais ensuite, c'est à chacun de voir comment on veut se souvenir, puis aussi de préparer peut-être le décès quand on sait que ça s'en vient. Donc oui, effectivement, on a décidé de donner des idées de rituels parce que sinon... bien, la vie va continuer. On ne va pas prendre le temps d'arrêter pour penser justement à quelle était la place de notre animal. Aussi, au sein d'une famille, tu sais, les enfants, c'est d'un ami? Ben oui, donc c'est super important de pouvoir laisser à chacun s'exprimer, laisser un moyen d'expression. Puis ça peut devenir une belle communion. Tout est à inventer dans le cas des animaux. Puis, comme je vous dis, moi, je trouve que c'est aussi une chance parce que ça permet de faire des rituels qui nous ressemblent. Et qui font sens pour nous. Et qui font sens, exactement. Et dans votre cas, à vous, ça a été quoi dans le cas de Boris et de Muscade, rappelez-nous? Bien, moi, je dois dire que j'ai eu le grand bonheur de vivre à fond avec mes animaux. J'ai toujours apprécié chaque moment. On en parlait tout à l'heure, mais j'ai toujours fait une grande place à mes bêtes. C'était une joie de vivre dans la maison. Puis quand Boris est parti, il me restait ma grosse Mumu pendant 1 an. Puis on a vécu toutes les deux ensemble. Puis on a décidé de bien vivre tous nos deuils parce qu'il y avait beaucoup de deuils dans mon cas. Puis... c'est Viviane, je pense que vous faisiez référence à Elisabeth Kubler-Ross. Puis ce qu'elle disait que je trouvais bien intéressant, c'est que le processus du deuil n'est pas linéaire. Hein? Donc, des fois, on peut avoir des moments de bonheur dans tout ça, puis revenir d'un à l'autre. Donc, moi, j'ai beaucoup... En fait, moi, je vis beaucoup mes deuils comme ça, de pouvoir se permettre de passer d'une émotion à l'autre, puis de se dire... Ah, bien ça, c'est une étape antérieure, mais j'y reviens, puis j'ai le droit d'y revenir. J'ai le droit d'être en colère, alors que, bien, mon processus est rendu beaucoup plus loin. Intéressant. On va revenir aux autres éléments de votre rituel de salutation et de revoir à Boris et Muscade. Est-ce que j'étais à Viviane? Oh oui. Les rituels, ah oui. La place du bonheur, du rire, de la joie dans le deuil. Quelle place ça occupe pour vous? Il y a quelque chose de spécifique en ce qui a trait à Stéphanie, on va y revenir.
mais quelle place est-ce que ça occupe? Au début, au mi-temps, à la fin? Est-ce que le deuil finit jamais, d'ailleurs? Oui. Je ne suis pas une spécialiste du deuil, bien entendu, mais j'aimerais parler du bonheur dans la préparation du deuil, parce que quand on vit l'aide médicale à mourir, et ça peut s'appliquer à des gens qui sont en fin de vie de toute façon, le danger, c'est de parler tout le temps de ça. Et ça, c'est un danger qui nous guette. Il faut, nous, ça nous a beaucoup aidé de célébrer la vie, justement, de parler de d'autres choses, de parler d'actualité. Bien entendu, parfois, on parlait des funérailles, comment ça allait se passer, des surprises qu'ils voulaient nous faire, mais il faut que la vie, à travers cette étape-là, continue. Et le bonheur, par la suite, bon, moi, ça fait 1 an et demi maintenant, un peu plus d'1 an et demi, j'estime que je suis encore en deuil. Parce que, entre autres, le 15 minutes dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose, et Stéphanie, j'aimerais ça vous entendre tout à l'heure là-dessus, là, parce que vous avez peut-être vécu ça aussi, c'est quelque chose auquel j'ai pas repensé encore. J'ai des vidéos de notre petite fête avant, j'ai pas été capable de regarder tout ça, parce que ça, c'est vraiment particulier, et ça, d'assister à la mort de quelqu'un, planifié comme ça, je ne sais pas comment on se prépare. Je saurais pas comment dire, il n'y a pas de façon. On était 6 à ce moment-là autour de mon père, et on a tous réagi un peu de façon différente. Alors pour ça, j'ai pas de réponse. Pour après, je pense que de vraiment penser à tout le bonheur qu'on a vécu, et on oublie parfois de le faire, hein? On pense souvent aux derniers mois, aux derniers moments, à ce qu'on n'a pas dit malgré tout, mais les petits moments de pur bonheur, et j'en ai trouvé plusieurs. Alors, c'est de s'accrocher à ça, de se rappeler, d'en parler. Et le deuil, moi, ce que je trouve souvent difficile, c'est que les gens ne veulent pas en parler. « Ah, pense plus à ça, là, c'est fini, c'est beau. » Mais toi, tu as besoin de dire qu'est-ce que mon père aurait pensé de ça? « Oh mon Dieu, il aurait tellement ri de ça. » Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait fait en pandémie? Est-ce qu'il aurait suivi toutes les règles? Est-ce que, tu sais, je le connaissais, il était quand même un peu tomboy et tout. Alors, c'est intéressant aussi de continuer à faire vivre à travers l'expérience qu'on vit là présentement. Je ne sais pas si, Viviane, vous m'écoutez, vous semblez... C'est pas scientifique, rien, je parle avec le cœur. C'est le cœur qu'on veut entendre. Oui. Merci, Nathalie Roy. Oui, Viviane Archambault? Oui, parce que le deuil, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur, le deuil. Je pense qu'un moyen facile aussi de comprendre ce processus-là, c'est de comparer le travail du deuil à un travail de guérison. Faire son deuil, c'est guérir d'une blessure du cœur. OK? Alors, pour moi, c'est sûr que le deuil, ça a un début et ça a une fin. Mais la fin veut dire, en quelque part, que je vais porter à tout jamais l'être cher qui est disparu en gardant dedans de moi ses qualités. Je vais faire vivre en dedans de moi mon animal, l'être cher disparu, et je vais faire en sorte que la joie, on parle de joie, le bonheur puisse s'épanouir avec la réalité de ma blessure. Parce que quand je suis blessée, j'ai une cicatrice à vie. J'ai une blessure. Dans les pires des cas, je vis un accident épouvantable, je vais perdre une jambe. Bien, si je veux faire mon processus de deuil, je vais commencer par faire guérir ma plaie. Et si je veux continuer encore, je vais accepter de porter une orthèse, une prothèse. Mais je peux arrêter. Je peux dire « Oh non, c'est pas correct, j'aime pas ça, je marcherai plus jamais. » Mais je peux aussi encore continuer à avancer, porter mon orthèse, marcher. Je peux même aller faire du ski. Le processus de deuil, c'est redire oui à la vie d'une manière différente, en gardant la joie, le bonheur, mais aussi la réalité de la peine puis de ma tristesse. Moi, si quelqu'un me dit, là, après 1 an et demi, « Oh, je pense à papa, puis mon Dieu, je pleure encore, c'est pas... » mais oui, c'est normal. Mais comme Jean Maubourquette nous disait, je ne vais pas prendre trop de temps, mais la problématique d'un deuil qui se guérit pas, qui se termine pas, c'est qu'au moindre souvenir, l'état de peine ou de tristesse ou de mélancolie va nous amener dans des périodes qui vont durer au-delà de journées, de semaines. Ah là, c'est pas correct. Mais être sensible à la souffrance, aux souvenirs
le manque, bien, certains, on pleure. Après ça, on joue, on a de la joie, on sourit parce qu'on garde en dedans de soi ce qu'on a tant aimé qui nous ramène à l'énergie de vie. Voilà. Merveilleux. Mais c'est un sujet très délicat, le bonheur dans le deuil, parce que les personnes endeuillées, au début, évidemment, c'est pas pour tous, mais vont sentir la culpabilité, à être heureux. Comme si, quand tu viens de perdre un proche, tu sais, les premiers bonheurs qui sont pas en lien avec le proche, ben là, j'allais dire, si tu sors avec des amis, en ce moment, c'est peu probable, là, mais le premier repas avec des amis où, tu as un éclat de rire, puis là, tu es juste dans ton propre bonheur. Des fois, ça vient un questionnement. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que j'ai-tu le droit de rire comme ça, là? Attends, je viens de perdre mon ami il y a 2 semaines, puis là, j'ai un gros fou rire. Puis la réponse, c'est oui. Un n'empêche pas l'autre. Puis comme tu... Oui, parce que ça se fait ensemble. Oui, ça se fait ensemble. Je peux pleurer puis rire en même... Ça se fait ensemble. Ça se sépare pas. Jamais. 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 Et je me dis que la personne souhaiterait qu'on continue de vivre, souhaiterait qu'on soit heureux, que la vie continue sans lui. Comme mon père m'a dit, que je parte à 75 ou 80 dans l'univers, on est tellement, ça change pas grand-chose au fait. Hein? Alors de repositionner ça un peu, on est tous des êtres humains qui vont un jour mourir. Alors voilà. Merci. Alors cette joie, ce bonheur, vous parlez... Il y a quelque chose de très spécial. Dans la mort de Muscade, alors Muscade décède donc près d'1 an après Boris, donc vos 2 chiens, et vous dites, donc je voulais lui offrir la plus belle fin de vie possible, elle qui m'a imposé le bonheur dans mes moments les plus durs. Malgré mon cœur brisé, j'ai continué de danser dans la maison pour la faire rire durant les derniers mois de sa vie et me faire sourire. Comme un cadeau de la vie, elle m'a offert de longues marches le long du fleuve et le reste. Mais c'est de continuer à rire, à chanter, à danser, à sauter parce que la vie doit reprendre ses droits. Absolument, absolument. Il nous reste 8 minutes, je pense, avant qu'on aille aux questions. Et je vois qu'il y a déjà plusieurs questions du public pour vous. Je ne voudrais pas qu'on manque de temps parce que j'aimerais vous entendre. Vous avez gentiment accepté de lire des extraits de vos livres. Si vous permettez, Viviane, je commencerai avec vous. Lequel est votre livre là? Alors celui-ci que je vous passe. Je vous indique d'abord le premier extrait qui est l'extrait du Petit Prince à la page 155. Oh, je vous lis ça avec plaisir, vraiment. L'héritage du renard, hein, le Petit Prince. Alors, dans le Petit Prince, le renard trouve un nouveau sens à la couleur des champs de blé lorsqu'il se rend compte de leur ressemblance avec les boucles blondes de l'enfant devenu son ami. Saint-Exupéry raconte ensuite leur séparation. Ainsi, le Petit Prince apprivoise le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai, je vais pleurer. »« Mais c'est ta faute, dit le Petit Prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Mais bien sûr, dit le renard, alors tu n'y gagnes rien. »« Si j'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » En effet, ce qui serait le plus triste quand on quitte un être qui nous est cher, serait justement de ne pas être triste. Hein? On en parlait tout tantôt. Alors, cela voudrait dire que l'on n'a rien vécu d'important ensemble. C'est pourquoi, comme le montre le renard, il y a une formidable manière de dire au revoir. Il suffit de parler de sa tristesse et de ce que l'on garde avec soi de l'autre. Une façon simple de s'assurer que le lien est plus fort que l'espace et que le temps. Et que c'est beau, hein? C'est sublime. Moi, le Petit Prince demeure pour moi toujours et toujours. Je sais pas pour vous. Mais pendant que j'y pense, je vais vous demander à chacune tout à l'heure, si vous voulez bien partager avec nous vos lectures actuelles, si vous lisez, que vous lisez.
je vous laisse le temps d'y réfléchir, mais Viviane, un dernier extrait. S'il vous plaît, la page 158, le dernier paragraphe. Oui, ça c'est beau. J'ai lu ça tantôt, puis je me dis, mon Dieu, c'est moi qui ai écrit ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment... C'est chouette, mon Dieu, que ça va vite. Bon, alors, je vous souhaite tous les bonheurs possibles. Je vous souhaite de cultiver en vous, avec volonté, force et courage, une philosophie de vie et un état d'esprit qui vous permettront de vivre avec sagesse les joies et les peines des nouveaux attachements et détachements de votre vie. Une philosophie et un état d'esprit qui vous permettront d'accueillir les deuils obligés et de vous ouvrir avec gratitude à tous les éternels recommencements des lendemains qui toujours s'offriront à vous. Voilà. Merci beaucoup. Énormément. Si vous permettez, je reprends et je replace avant de me faire gronder. Alors, Stéphanie Bérubé, vous avez la page C132. Vous allez donc nous lire cet extrait, peut-être mettre en contexte. Ben, c'est vous qui l'avez choisi parce que vous vouliez me faire parler de rituel, c'est ça? Oui, oui, voilà. Alors, quand Muscade est morte, j'ai décidé que les chiens ne déménageraient pas avec moi. Ils n'aimaient pas la ville et j'avais envie qu'ils restent là où ils avaient passé toute leur vie et avaient été si heureux à courir en liberté. De toute façon, la crémation individuelle, pour moi, n'avait jamais signifié que j'allais conserver les cendres ad vitam aeternam. C'est ainsi qu'un matin de fin d'été, mon dernier matin dans ma maison près du fleuve, je les ai laissés partir. C'était avant même le lever du soleil pour être totalement fidèle à nos habitudes. J'avais invité mon ex-époux à se joindre à moi, même s'il avait manqué la dernière année de Muscade, ou peut-être précisément parce qu'il l'avait manqué. Il y a de ces moments où l'on arrive tout naturellement à laisser les mauvais souvenirs de côté pour se concentrer sur quelque chose de plus grand, les beaux souvenirs. C'est merveilleux. Ouais. Encore un petit peu, jusqu'à la triste. Oui. Nous avons quitté la maison triste, tous les deux, parce que le geste que nous nous apprêtions à poser était lourd de sens et parce que nous étions encore endeuillés. Le temps passait et nous avions appris à vivre avec l'absence, mais inévitablement, le fait de laisser aller les cendres au vent, c'était un point final douloureux. La tristesse s'est dissipée très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Extrait donc de La vie sans Boris, essai sur le deuil animalier à l'intention de ceux qui aiment les animaux, Stéphanie Bérubé, Joël Bergeron. Merci beaucoup. Et maintenant, Nathalie Roy. Oui. Vous avez choisi la fin du roman. Oui, exact. Alors, on est 6 mois après la mort de Paul et Lily est là pour l'enterrement de l'urne et elle fait un petit peu le bilan, si on veut, de ces derniers mois. Voilà. Aujourd'hui, elle se demande comment elle a fait pour se passer de son amoureux aussi longtemps. Ah non, vous ne m'aviez pas demandé de commencer là, excusez. Ça va. C'est pas grave. Est-ce que tout s'est placé dans sa vie grâce à Paul? Est-ce que de là-haut, il tire les ficelles? Peut-être. Mais Lily préfère croire que c'est elle qui est responsable de son bonheur, parce qu'elle a pris les bonnes décisions et surtout parce qu'elle ouvre son cœur et fait confiance à la vie. « Maman, veux-tu commencer? » lui demande son fils. Lily hésite. Tout a été dit. Maintenant, ce n'est plus parler de Paul qu'elle souhaite faire, mais bien écrire sur lui. Dernièrement, elle a recueilli tout ce qui a été publié dans les médias à son sujet. Elle a tout placé dans une grande enveloppe qui contient aussi des photos et des témoignages de gens qui l'ont fréquenté. Lily ne sait pas quelle forme prendra son projet, un article de journal, un texte sur le web, un livre, c'est à déterminer. Quand elle sera prête, elle racontera la vie de Paul. Sa vie, oui, mais aussi sa mort, parce qu'elle mérite d'être connue, parce qu'elle est un exemple de courage hors du commun, parce que malgré tout, elle est source de lumière et de paix. Et cet écrit permettra à Lily de garder son père à jamais dans son cœur. Merci, merci. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouf. Garder à jamais dans son cœur.
Vous en avez parlé. Ça fait partie du deuil, l'écriture. Hein? L'écriture, souvent, peut être très bénéfique pour... moi, je suis très ravie de faire connaître mon père à travers ce personnage-là parce que je m'en suis vraiment inspirée. Toute sa joie de vivre, sa façon aussi de voir la mort, sa façon sereine, je pense que ça, j'ai voulu inspirer les gens à travers ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais, on a 2 guides identifiés comme guide, et vous, c'est un roman, mais c'est aussi qui peut servir de guide d'inspiration pour traverser une épreuve. Merci beaucoup, Stéphanie Bérubé, Viviane Archambault, Nathalie Roy. On va à la période de questions. On est à moins 50 secondes, mais je pense qu'on peut y aller. Il y a donc... il fait quoi? Oui, d'accord, merci. Alors, merci beaucoup. On va aux questions, me dit. Et je vais par la première qui rentre ou je vais en bas? Je vais par la première que je vois. OK, question pour toutes. Avez-vous vécu l'écriture comme une forme de guérison? On a... Qui veut la première? Vous en avez parlé tout à l'heure, Viviane. Nathalie? Oui, bien, comme je disais, l'écriture, ça a quand même été difficile. Là, je pleurais beaucoup à la fin. La guérison, en fait, le bien-être est venu beaucoup avec la publication. Est venu beaucoup quand les gens ont commencé à connaître l'histoire, bien sûr romancée, mais quand même, et tous ces témoignages que j'ai eus aussi de gens qui ont vécu la même chose, ça m'a aidé de partager, je pense que c'est important, que ce soit en écrivant, mais ça peut être d'une autre façon aussi. Il y a des gens qui font des conférences, des Zooms, enfin. Alors oui, je pense que c'est une étape importante. Oui. Stéphanie? Bien, moi, en fait, oui, ce qui est très particulier, c'est que ce projet-là a commencé quand mes chiens étaient encore vivants. Puis ça a commencé par mon questionnement de me dire, mais mon Dieu, ça va être extrêmement difficile de perdre mes bêtes. Puis le fait de travailler sur ce livre-là, alors qu'ils étaient vivants, et puis non, ça m'a énormément aidée au moment de leur décès. Parce qu'effectivement, c'est un guide pratique, puis je me suis rendu compte que préparer la mort de son animal, ça aide vraiment beaucoup. Ouais. Énormément. Merci. Viviane? Oui, bien, je rajouterais juste que, oui, effectivement, l'écriture, c'est un excellent moyen parce que chez certaines personnes, la difficulté de partager avec la parole est plus difficile. Il y a des gens qui ont de la difficulté à exprimer avec la parole ce qu'ils ressentent vraiment, mais l'écriture va leur permettre vraiment de faire sortir l'émotion, de l'accueillir et de la transformer. Écrire, à mon avis, c'est extraordinaire. C'est un très, très bon moyen, vraiment. Merveilleux, merci. Merci pour la question. Hein. Autre question, que croyez-vous que cette pandémie nous apprend sur la mort? Croyez-vous que, puisque nous sommes davantage exposés à la mort en tant que société, nous sommes sur le chemin vers une plus grande intégration de la vie et de la mort? J'ai le goût de répondre tout de suite. Allons-y. Mais moi, je pense que ce que ça nous apprend, là, avec urgence, je pense, c'est de redevenir des proches aidants naturels, humains, efficaces, qui vont se pencher sur l'importance d'accompagner les endeuillés sur une longue période. Ça, là, ça veut dire qu'il faut aller dans la même direction, il faut comprendre la même chose, il faut s'entraider, s'apaiser, mais surtout s'impliquer. Alors, parce que là, on parle du deuil en temps de pandémie, mais on va en parler pareil après, et il faut parler du deuil, vraiment. En tout cas, moi, je pense que ça va faire en sorte que la question du réseau de support va pouvoir être de plus en plus évoquée avec une obligation de s'impliquer en tant qu'aidant naturel, vraiment. Merci. Nathalie? Bien, je pense que je rejoins beaucoup Viviane à ce sujet-là et je sais pas, j'ai pas regardé les ressources qui existent présentement, mais je souhaite vraiment qu'il y en ait encore plus et je pense qu'aussi on est dans un moment où la lecture est très importante, de lire et de partager aussi, peut-être sur des forums ou sur des pages Facebook, de créer des groupes Facebook pour ça, utiliser les réseaux pour justement partager puis raconter sa propre histoire. Merci Stéphanie, parce qu'on a beau dire que le deuil animalier, un animal qu'on perd, c'est quand même pas la même chose, mais
c'est un compagnon qu'on perd. En fait, le deuil animalier, comme tous les autres, c'est l'absence. Et ce que la pandémie va peut-être changer, c'est que, puis je vais être très pratico-pratique, mais ça a rendu disponible peut-être plus facilement des ressources. Donc, autant, tu sais, quand tu te retrouves seul, quand tu te retrouves vraiment avec une perte, l'absence, la solitude, la pandémie nous donne vraiment beaucoup plus de ressources en ligne, facilement accessibles. Puis ça va durer. Puis un deuil, pandémie ou non, on a beau être super bien accompagné, à un moment donné, t'es seul, oui, t'es face à toi-même, puis à un moment donné, bien, peut-être que l'ordinateur, avec une petite recherche simple de mots-clés, puis là, bien, c'est assez facile de trouver des ressources. Donc ça, si ça peut rester et ça va rester, bien, ça aura été extrêmement bénéfique. Merci. On reste à vous, Stéphanie. Cette question vous est directement adressée. Pensez-vous qu'il existe une certaine stigmatisation ou alors un impératif de minimisation du fait de vivre le deuil d'un animal ou d'en parler? Oui, je dirais de moins en moins. Cela étant dit, on en a parlé tout à l'heure en préparation parce que les gens qui ont des animaux se comprennent entre eux. Oui, on entend souvent, c'est juste un chien, c'est juste un chat, c'est juste un oiseau. Mais moi, je continue de dire, même si c'est un sujet un peu délicat, voire tabou, le deuil, il se ressent beaucoup au lien qu'on a avec la personne ou l'animal. Et dans le livre, Joël en parle et dit que pour des enfants, mais pour tous, vivre avec un chien pendant 15 ans, que tu promènes 2 fois par jour, à qui tu parles, qui prend une grande place dans ta vie, bien peut-être que la perte va être plus douloureuse ou plus difficile à vivre qu'un parent éloigné que tu vois quelques fois par année et que tu aimes bien, là, mais qui est pas dans ta maison 24 heures sur 24. Le vide. Le vide. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le vide. Le vide. Et l'adaptation aussi, parce qu'il y a toutes les habitudes qu'on doit réapprendre, les marches qu'on fait, le fait qu'il est sur le sofa à côté de nous, puis qu'il nous réchauffe les pieds et tout ça. Enfin, il y a un tas de choses à... Oui, puis des fois, les gens le mesurent mal parce que c'est tellement dans notre quotidien. Quelqu'un qui va au parc à chiens, c'est un exemple banal, mais quelqu'un qui va au parc à chiens tous les jours en revenant du travail, puis qui perd son chien, ben il perd un réseau, il perd des habitudes, où on parle, tu sais, je pense aussi une personne âgée, plus âgée, qui promène son chien 2 fois par jour. Est-ce qu'il va continuer de faire ses marches 2 fois par jour sans chien? Donc, le vide, il est très particulier dans le cas de la perte d'un animal. Tout à fait. Merci pour cette question. Merci, Stéphanie. Pour Nathalie, comment avez-vous vécu le choix de votre père? Était-ce difficile à accepter? C'est un choc, vraiment, mais je reviens à ça et c'est ce que le pneumologue de mon père nous avait dit aussi. Il faut se mettre à la place de la personne. On peut pas... Il faut qu'on essaie de voir la souffrance, elle est tellement grande que, oui, il veut partir. Et surtout, partir décemment. Parce que, oui, il était très malade, mais il avait encore toute sa tête. Si ça avait continué, on l'aurait vu dépérir, on l'aurait vu un homme super actif qui marchait. On marchait ensemble 16 km parfois sur la plage. Là, on l'aurait vu alité. C'est pas ça qu'il voulait. Le respect, la dignité, c'est important et moi, je comprenais tout à fait ça. Merci. Question générale. En 7 ans, des personnes continuent de naître et mourir. Mais le deuil s'étend également à nos vies, à nos habitudes, nos activités. Nous sommes appelés à vivre au quotidien une foule de deuils marginaux. Que pouvons-nous faire ou penser pour apaiser cet état de deuil continu, un peu plus abstrait? Viviane? Bien, moi, j'aurais le goût de dire que la réalité du deuil nous amène à réfléchir sur la vie. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de la vie? Et d'avoir le courage aussi de transcender toute cette réalité-là. Et je dirais même que les deuils, dans le meilleur des cas, les deuils doivent nous amener à devenir des êtres meilleurs. Des êtres meilleurs, voilà. Plus vivants, meilleurs, voilà. Merci. Nathalie?
Bien, je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup de deuil qu'on fait présentement, pas nécessairement de personnes, mais je pense au deuil de voyage. Et parfois, on est gêné de dire ça. Je vis un deuil parce que je peux plus voyager, je peux plus avoir de la culture. Et il faut le dire. Oui, c'est moins grave que de perdre quelqu'un, on s'entend, mais on a le droit d'avoir cette souffrance-là, d'avoir cette douleur-là. Il faut l'exprimer. Merci beaucoup. Stéphanie veut ajouter quelque chose? Bien, je suis entièrement d'accord avec mes collègues, en fait. Un deuil, c'est une épreuve. C'est probablement un deuil de perdre quelqu'un, c'est probablement une des pires épreuves qu'on va vivre dans notre vie. Faut vivre ça. Puis je suis entièrement d'accord. Si ça ne nous apprend pas à être des meilleures personnes, qu'est-ce qui va nous apprendre à être des meilleures personnes? Humanisation. Autre question générale. Que faire? Que dire? Comment accompagner un proche en deuil? Alors que normalement, une simple présence peut offrir un soulagement, comment être présent pour nos proches hors de la proximité physique? Ouais, on en avait parlé tout à l'heure. Oui, bien, c'est ça, comme on disait un petit peu tantôt. Je pense que là, c'est important d'établir le réseau de support, puis que chacun puisse déterminer ce que chaque personne elle-même peut faire. Bon, des appels téléphoniques, des conférences, Internet, tout ça, Facebook. Mais aussi, les petites visites, les petites choses, là, c'est tout du 1 à 1, mais je peux aller, moi, porter une petite soupe réconfortante. L'intention de manifester une présence chaleureuse, ça, c'est absolument important pour la personne endeuillée qui est isolée. Il faut qu'elle sente par des choses, par des téléphones, mais beaucoup par des choses aussi, des petits biscuits, des petits muffins. Parler du défunt, je pense que c'est important. Hein? Cette personne-là, oui, elle n'est plus physiquement avec nous sur Terre, mais parfois, moi, ça me fait bien plaisir de dire, bien, qu'est-ce que ton père aurait pensé de ça ou comment il aurait vécu ça. Ça permet aussi, à travers le deuil, de faire vivre la personne dans notre tête et avec nos proches. Puis moi, je pense qu'il ne faut pas être gêné de demander à ceux qu'on aime comment je peux t'aider. Parce que des fois, on ne sait pas quoi faire, puis on a peur de faire pas ce qu'il faut faire. Et de toute façon, c'est jamais la même chose d'une personne à l'autre. Donc, je pense qu'il ne faut pas être gêné de demander à ceux qu'on aime. Je sais que tu vis quelque chose de difficile. Je suis démunie. Je veux t'aider. Comment on peut le faire? Puis, si je peux me permettre un conseil, quand on souffre, des fois, on a tendance à vouloir s'isoler. Donc, si, en plus, on ne peut pas voir ceux qu'on aime et qui souffrent, envoyons des textos et s'il n'y a pas de réponse, renvoyons des textos parce que c'est pas grave. C'est juste un petit « Comment ça va aujourd'hui? » Juste un petit « je suis allée faire des courses, il fait beau. » Même si tu n'as pas de réponse, il y a quelqu'un qui le reçoit. C'est super. Puis juste une petite dernière chose. Je pense que c'est vraiment important ce qu'on se dit là parce qu'il faut aussi se mettre dans la peau de la personne qui souffre, mais tout son réseau autour, si elle manifeste, bien, toi, tu pourrais... Je pense que la personne qui va donner, qui va faire suite à une demande, qui vient de l'endeuiller, ça va faire toute la différence pour elle aussi. Ça va tellement la réconforter de dire « Ah, ben j'ai fait ça pour toi. Oui. » Fait que la personne qui souffre, en demandant, va alléger la souffrance aussi de l'autre personne à côté d'elle. Très précieux, merci. Une dernière question, et il nous reste 2 minutes et quart. Après le décès d'un proche, nous ressentons le besoin de faire du sens par une foule de moyens différents. Dans le cadre de vie très réduite, comment est-ce possible de créer ce sens alors que notre capacité à faire est très amoindrie? Pensez-vous que le deuil est plus difficile en ce moment? Je crois qu'on a un peu répondu à tout ça. On apprend à faire sens en posant les gestes qu'on peut, en demandant à l'autre ce dont il a besoin. Les amis, il nous reste 2 minutes 12 secondes. Juste le temps de vous remercier, peut-être très rapidement si vous y avez réfléchi. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je viens de terminer, pour rester dans le thème, le très bon roman de mon amie Amélie Dubois, La fois où les tortues m'ont appris à respirer, qui parle d'une fille qui a perdu son père. Très bon. Oh, merveilleux. Et moi, je lis, je relis, je souligne, je relis mon super livre « 3 amis en quête de sagesse » qui nous aide à développer encore et encore une capacité de voir la vie d'une manière super. C'est de avec qui? Christophe André. Okay.
Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste, puis Alexandre Jolien, un grand philosophe français aussi. Et Christophe André, lui, est psychiatre français. C'est un... Ça, là, c'est des vitamines. Ça, c'est mes vitamines à moi. Le titre encore? C'est 3 amis en quête de sagesse. Merci beaucoup. Mais moi, c'est gênant de le dire, mais pour la première fois de ma vie, je lis Dany Laferrière. Avec, c'est pas gênant. Lequel? C'est vraiment gênant. C'est l'énigme du retour. Magnifique. Qui lui a valu le prix Médicis. Magnifique. En 2015. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Roy. J'ai choisi Janvier. Viviane Archambault, Le deuil au fil des saisons. Stéphanie Bérubé, merci. La vie sans Boris. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à cet instant. On poursuit la réflexion. Absolument, sur le deuil, vous vous procurez l'un des livres, ou tous les 3, pourquoi pas, ou les références aussi. Et on poursuit. On vous rappelle que le salon continue encore aujourd'hui en formule virtuelle et on vous invite à assister au prochain événement qui est à 14h30 et c'est La Fuite, un remède au mal-être, animé par Tristan Malavoie. Merci infiniment. On fait bravo. On a bien fait ça. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci Olivier. Merci Amélie. Maggie Métellu, j'étais vraiment extrêmement honorée d'animer ce panel et de découvrir ces femmes extraordinaires. Merci à chacun de vous. Bonne suite de salon, bonne lecture et que vive la littérature. Merci.